Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Le gouvernement princier a tenu une conférence de presse aujourd'hui afin de faire le point sur la situation sanitaire en principauté. Il a également dévoilé le dispositif qui sera mis en place au-delà du 18 avril. Quelles mesures ont été prises? Vous le saurez dans quelques instants avec la retransmission de cette conférence. Nous vous proposerons ensuite un débriefing complet de ces dispositions avec Sandrine Nègre. Mais sans plus attendre, voici la conférence de presse du gouvernement princier. Bien, bonjour mesdames, messieurs. Donc le gouvernement a souhaité vous rencontrer aujourd'hui pour vous faire le point sur l'épidémie de Covid-19 et vous indiquer quelles sont les mesures d'assouplissement qui pourront être prises. Alors, quelques mots pour commencer. Vous dire, bien sûr, que nous sommes tout à fait conscients des efforts que fait la population de résidents à Monaco pour respecter les gestes barrières, pour respecter les mesures qui sont prises afin que nous soyons ensemble tous protégés de cette épidémie le mieux possible. Une pensée bien entendu pour les personnes et les familles qui ont pu souffrir de ce virus. Bien sûr, une pensée très émue pour ceux qui sont partis et qui jouent un rôle important ou moins connu dans notre principauté. Donc, face à cette épidémie, il y a eu une série de mesures qui se sont caractérisées par deux adjectifs, pragmatique et évolutive. Pragmatique parce qu'on a voulu privilégier l'efficacité, la nécessité pratique des mesures, plutôt que quelle ou telle position de principe. Évolutive parce que nous avons changé à plusieurs reprises, dans un sens ou dans un autre, sur ces mesures, en les assouplissant ou en les durcissant, pour tenir compte de l'évolution de la situation. Alors, ce que je vais vous dire maintenant n'est pas empreint du moindre triomphalisme, parce que nous sommes dans une guerre qui est une guerre qui dure depuis 1 an. Nous ne savons pas encore combien de temps elle va encore durer. Et donc, il ne s'agit pas de faire du triomphalisme, mais il s'agit bien sûr de constater qu'un certain nombre d'évolutions favorables se sont faites et que nous devons en tirer les conséquences. Mais je donnerai simplement une donnée chiffrée qui montre, encore une fois, l'évolution qui se fait jusqu'à ces dernières heures. C'est que le taux d'incidence sur un mois a été divisé par 3. En gros, passant de 240 au 15 mars à peu près 80 hier soir. Alors cette situation nous amène à réviser les mesures de lutte contre la pandémie. À les réviser dans un sens réaliste, c'est-à-dire nous tenons compte de l'évolution des choses, de la réalité, mais nous ne voulons pas encore être trop imprudents et assouplir, pour parler très clairement, trop largement, ce qui pourrait avoir des effets néfastes. Les mesures que nous allons vous présenter ont fait l'objet, comme d'habitude, d'une large concertation. Et je peux même vous dire qu'elles ont été réfléchies avec le Conseil national et que sur les mesures que nous allons vous exposer, il y a eu une entente tout à fait parfaite avec le Conseil national. Je vais maintenant laisser parler Didier Gamerdinger, qui va donc vous parler de la situation. Mesdames, Messieurs, le ministre l'a dit, nous percevons des signes réellement encourageants d'amélioration de la situation. Alors évidemment, il faut rester attentif, mais le contexte, incontestablement, devient plus favorable. Premier signe encourageant, le taux d'incidence. Donc nous avons, comme chaque fois, préparé un document que vous connaissez bien maintenant, qui fait figurer les taux d'incidence comparés de la principauté de Monaco
en vert, de la République française en bleu, et puis de nos voisins, donc le département des Alpes-Maritimes et la ville de Nice. Et nous voyons que régulièrement, ce taux d'incidence a baissé. Il est maintenant à un palier. Alors un palier n'est jamais réellement plat, comme vous le voyez, il est un petit peu en dents de scie, mais c'est normal, puisque nous sommes sur une petite population, et donc il peut y avoir des variations d'une semaine sur l'autre, mais nous constatons quand même que nous sommes en moyenne légèrement en dessous d'un taux d'incidence de 200. Et le ministre l'a signalé, nous sommes même en ce moment à un taux d'incidence de 80, ce qui est favorable. Et donc cette diminution du taux d'incidence est la conséquence, pensons-nous, d'une part des mesures prises, deuxièmement du fait qu'elles ont été bien appliquées, bien respectées, parce qu'elles sont comprises, qu'elles sont mises en œuvre sans difficulté particulière. Puis c'est aussi la conséquence d'une politique vaccinale active et volontariste. Alors je parlerai des vaccins un petit peu plus tard, mais on voit nettement sur notre taux d'incidence le fait que la politique vaccinale a pesé positivement. Alors, deuxième signe encourageant, c'est le taux de positivité. Donc le nombre de personnes positives sur 100 personnes que nous avons testées. Il faut se souvenir qu'au mois de février dernier, ce taux d'incidence était élevé, il était de près de 9%. Il est encore aujourd'hui en France de 8,4%. C'est dire que le virus circule quand même sensiblement chez nos voisins. Il est passé à 4,5% il y a 3 semaines à Monaco, 3,7% il y a 2 semaines, on voit que chaque semaine on perd un point, et 2,2% la semaine dernière. Nous avons moins de présence du virus chez les personnes que nous testons. Nous testons beaucoup, nous continuons à tester beaucoup. Nous avons, la semaine dernière par exemple, en une journée, réalisé, nous l'avions fait par le passé déjà, réalisé plus de 1000 prélèvements PCR en une journée, plus de 1000. Et en moyenne, nous en faisons 5000 au total, 5000 analyses PCR et tests antigéniques par semaine. Alors un mot sur les tests salivaires, puisqu'on en avait parlé. Ils sont mis en place en milieu scolaire, ils fonctionnent bien. Pour illustrer, depuis le retour des vacances scolaires de février, nous avons fait 1800 tests au total. Et vous savez que des tests salivaires sont réalisés chez les plus petits, donc les élèves du primaire, et chez les élèves du cycle collège. Et bien sur ces 1800 tests réalisés au total, nous en avons fait 900 salivaires. Un mot sur les autotests. La presse s'en est fait l'écho. Les autotests sont utilisés depuis maintenant quelques semaines en Allemagne. Ils sont en cours de déploiement en France. Et ils sont en cours de déploiement en Principauté de Monaco. Le ministre d'État aujourd'hui va signer une décision encadrant l'utilisation des autotests en Principauté. Alors je ne rappelle pas le principe, vous l'avez vu. L'encadrement spécifiant qu'une personne qui serait positive à l'autotest, si elle est résidente ou si c'est un enfant scolarisé ou si c'est un salarié, cette personne sera invitée à se rapprocher de la direction d'action sanitaire. Donc nous allons faire mention du numéro de téléphone et de l'adresse mail à contacter. Et puis encadrement sur le coût, puisque l'autotest va être délivré en Principauté de Monaco à un prix encadré de 6 €. 6 € pendant quelques semaines. Et puis, comme ça se fait dans les pays voisins, parce que je pense qu'il y aura une détente sur la fourniture, le prix va légèrement baisser, il sera à 5,30 € à partir de la mi- ou fin mai. Troisième signe encourageant, le nombre de patients. Le nombre de patients, globalement, baisse sous l'effet d'une diminution de la circulation du virus. Nous avions 168 personnes qui étaient prises en charge au mois de février, donc c'était extrêmement conséquent, 168 personnes dans le même temps. Nous en avions hier soir 39. On voit bien la diminution extrêmement sensible du nombre de patients suivis en ville. Rappelons-nous qu'au mois de février, il y avait au total 77 patients à l'hôpital, patients Covid, j'entends, 77, dont 14 en réanimation. Bien, hier soir, nous avions au total 23 patients Covid, on voit la diminution sensible, dont 5 en réanimation. Alors ce que je voudrais aussi souligner, c'est que l'hôpital n'est pas seul, la médecine de ville accomplit évidemment un travail extrêmement important, et l'hôpital est également soutenu, aidé par le centre cardio-thoracique, qui dès le début avait dit que s'il y avait une nécessité, il pouvait prendre en compte certains patients, et le CHPG est aidé aussi par la clinique du sport, l'IM2S, qui accueille en ce moment des activités de chirurgie orthopédique prothétique programmées, ce qui permet de soulager le bloc opératoire du CHPG. Quatrième signe encourageant, la vaccination. Nous avons hier soir
vaccinés en première injection 12 077 patients, plus de 12 000 patients, ce qui correspond à 32% environ de notre population, plus d'un tiers. Nous avons franchi le cap du tiers, dont 10 700 personnes ont reçu un rappel. Alors, je voudrais en dire un mot parce que, en principauté, nous l'avions souligné auprès de vous, nous sommes extrêmement attentifs à suivre scrupuleusement les préconisations des laboratoires fabricants des vaccins. Là, c'est du Pfizer. Et la firme Pfizer a indiqué qu'elle recommandait qu'un rappel soit fait 3 semaines après la première injection. Chez nous, 3 semaines après la première injection, le rappel est effectué. En réalité, nous sécurisons la dose de rappel chaque fois que nous faisons la primo-injection auprès d'une personne concernée. Alors, à souligner que c'est différent de certaines politiques vaccinales des pays voisins. La Grande-Bretagne, par exemple, qui a fait un gros effort, qui a largement vacciné, en AstraZeneca, a vacciné à 1 dose. La France vaccine beaucoup en ce moment, mais la 2e dose est injectée aux patients entre 6 et 8 semaines suivant la première injection. Donc nous préférons vacciner complètement, parfaitement, pour protéger la personne et la rassurer, c'est important. Eh bien, sans vous donner trop de chiffres, mais juste pour illustrer brièvement, chez les 75 ans et plus, on est presque à 80%. On est à 78,2% de vaccinés. 78,2%. Et nous avons encore quelques demandes, pas nombreuses évidemment, puisque le groupe est ouvert depuis plus de 3 mois, mais quelques demandes. Chez les 65-74 ans, nous avons 61% de vaccinés. Donc on voit qu'on est largement au-dessus de ce qu'on nous avait prédit. Et chez les 55-65 ans, le groupe est en cours, hein, donc il n'est pas terminé, nous avons déjà presque 48% de vaccinés. Donc on peut penser, puisque nous avons encore des demandes, que nous allons dépasser les 50%. Et nous sommes en capacité de continuer cette démarche volontariste de vaccination de la population. Et sur instruction du souverain, le ministre d'État et moi-même avons signé une correspondance adressée à un nouveau groupe d'âge que nous ouvrons, donc le groupe des 45-54 ans, qui va recevoir une correspondance sans doute demain ou après-demain, invitant les personnes qui le souhaiteraient à se manifester auprès de nous, alors de façon classique, en téléphonant à notre centre d'appel, dont le numéro est bien connu, ou en remplissant un petit formulaire sur Internet. Et ces personnes qui souhaitent se faire vacciner seront ensuite rappelées par le Centre national de la vaccination pour leur fixer un rendez-vous. Le vaccin est toujours du Pfizer. C'est du Pfizer. Le groupe Santé et Sciences, dont je coordonne les réflexions, a fait des suggestions au gouvernement de levée progressive des mesures, et le ministre qui va présider à la mise en œuvre de ces dispositions va vous présenter ces dernières. Mais le groupe a proposé que l'on y aille graduellement, comme nous l'avions fait, rappelez-vous, l'année dernière, à la sortie du confinement. C'était la démarche du pas à pas. Soyons pragmatiques. Une mesure, nous nous donnons 15 jours pour regarder ce qui se passe. Si ça fonctionne bien, la mesure suivante. Hein, la démarche du pas à pas. La démarche du stop and go. On y va, on s'arrête, ça fonctionne, on continue. Et les réflexions ont porté sur la restauration, le sport à l'école, le sport en général, le couvre-feu, différents éléments de cette nature, voilà, pour un allègement progressif. Donc des propositions présentées à l'appréciation du gouvernement, qui a pu les concerter avec le Conseil national et les soumettre à l'appréciation pour recueil des instructions par le souverain. Merci beaucoup. Justement, comme vous le savez, cela a été dit par Didier à l'instant, les mesures qu'on a prises jusqu'à présent obéissaient à un cycle d'environ 2 semaines. Et donc ce qui nous a amené, toutes les 2 semaines, à faire évoluer éventuellement le dispositif ou à ne pas le faire évoluer selon l'évolution, encore une fois, de la situation. Les dispositions que je vais vous indiquer sont valables donc pour 15 jours, à compter de lundi 19 avril, et donc jusqu'au lundi 3 mai. Alors, ces dispositions sont les suivantes. La première, c'est que nous reculons à nouveau l'heure du couvre-feu, qui va passer de 20h à 21h. Les restaurants, donc, seront à nouveau, à partir de lundi, réouverts le soir, dans les mêmes conditions que celles que nous avons déjà connues, c'est-à-dire qu'ils seront ouverts par dérogation au couvre-feu jusqu'à 21h30, 21h45,
de façon à ce que les personnes qui sont allées au restaurant puissent être chez elles au plus tard à 22 heures. Comme vous le savez, les restaurants sont ouverts le midi, mais sont réservés aux résidents, aux salariés ou aux personnes qui sont clients des hôtels. Si les restaurants peuvent ouvrir le soir jusqu'à 21h30, 21h45, ça sera uniquement pour accueillir des résidents et des clients des hôtels. Les salariés, c'est possible pour midi, les salariés qui vivent en France ou en Italie, ça ne sera pas possible le soir parce qu'ils se heurtent à la règle du couvre-feu qui existe en France et aussi en Italie. Par ailleurs, les mêmes règles demeurent en ce qui concerne les restaurants, c'est-à-dire pas plus de 6 personnes par table, obligation de réservation et également distanciation entre les différentes tables. Pour le Grand Prix historique, c'est-à-dire pour le week-end du 24-25 avril, il y aura un service de restauration continu depuis le matin jusqu'à 21h30, mais qui sera également réservé aux résidents, aux personnes logées dans les hôtels ou celles qui disposeront, mais ça Patrice va vous expliquer ça en détail, d'un badge de l'organisateur du Grand Prix. Dernière chose aussi à indiquer, qui est quelque chose qui a été à plusieurs reprises réclamé par la communauté éducative et notamment par les enseignants, les parents, le sport scolaire pourra reprendre en extérieur à compter du 26 avril, c'est-à-dire au moment de la rentrée. Voilà donc c'est les décisions qui sont prises, qui vont dans le sens d'un assouplissement, qui répondent, je pense, aux vœux non seulement des professionnels de la restauration, par exemple, mais également le vœu des habitants de la Principauté. Nous faisons cela parce que les chiffres nous autorisent à le faire. Et je répète aussi, il ne s'agira pas de permettre à des personnes extérieures à la Principauté, sauf les salariés le midi, de venir prendre des repas en Principauté. Je vais laisser la parole à Patrice maintenant qui va vous parler de l'organisation du Grand Prix historique et du e-Grand Prix aussi. Merci Monsieur le Ministre d'État. Oui, alors, tout d'abord peut-être pour rappeler, réaffirmer une fois encore la volonté du gouvernement princier et de l'Automobile Club d'organiser les 3 événements, les 3 épreuves automobiles que sont le Grand Prix historique les 23 au 25 avril, le e-Prix le 8 mai et bien évidemment le Grand Prix de Formule 1 du 20 au 23 mai prochain. Pour ce faire, des dispositions doivent être prises de manière à maîtriser la situation puisque ce sont des événements qui classiquement attirent beaucoup de monde et compte tenu de la situation sanitaire, même si elle s'améliore, il est nécessaire de maîtriser les éléments de manière à ce qu'ils se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Alors ce qui a été décidé, c'est tout d'abord une organisation du Grand Prix historique qui en fait comportera une journée à huis clos, celle des essais du vendredi 23 avril, et 2 journées du samedi 24 et du dimanche 25 avril ouverts au public, un public limité aux résidents, aux salariés et aux personnes résidant dans les hôtels de la Principauté. Donc une manifestation dédiée à un public local pour limiter les déplacements, bien évidemment, venant de l'extérieur de la Principauté, mais tenant compte également du confinement et des éléments de couvre-feu qui ont été décidés par la France, réduisant bien évidemment les possibilités de déplacement vers la Principauté de la part des personnes résidant sur le territoire français. En corollaire de cette réduction de la clientèle des spectateurs accueillis sur le Grand Prix historique, donc je le répète, les samedis et dimanches 24 et 25 avril, un tarif préférentiel sera mis en place destiné à ce public local.
Les 24 et 25 avril, et ce sera sans doute similaire pour le 8 mai, les restaurants pourront offrir une restauration continue de 11h à 21h30 sans qu'il y ait une obligation de service de midi et de service du soir, de manière à faciliter le passage de je suis en train de regarder les courses, je vais grignoter, je reviens à l'heure que je souhaite. En revanche, pour maîtriser les phénomènes donc, de regroupement qui demeurent bien évidemment interdits, les phénomènes de débordement, la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique ne souffriront pas de dérogation. Classiquement, il y a une tolérance qui est accordée au moment des épreuves automobiles. Je rappelle qu'il y a une ordonnance souveraine qui fixe ou qui décrète une interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique. Il n'y aura pas de tolérance au moment du Grand Prix historique, pas plus d'ailleurs que pour le e-prix à cet égard. Voilà les éléments principaux concernant le Grand Prix. Donc c'est bien évidemment pour le Grand Prix historique parce que ça couvre la période que vient d'évoquer le ministre d'État quant à la validité des mesures du 19 avril au 2 mai. Très vraisemblablement, si la situation sanitaire, bien évidemment, n'évolue pas de manière significativement négative, elle serait reprise pour le e-prix. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Jean Castellini pour l'aspect économique. Je précise simplement quelque chose avant que tant Didier que moi-même avons oublié, c'est que naturellement, le télétravail, l'obligation de télétravail est maintenue pendant les 15 jours qui viennent. C'est une autre disposition dont nous assurons la poursuite de la mise en œuvre. Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La réouverture contrôlée des restaurants et la tenue des 2 premiers Grands Prix sont un très bon signal pour notre économie. Certains secteurs, je pense notamment à l'activité touristique, au secteur de la restauration, ont beaucoup souffert ces derniers mois et les mesures qui viennent d'être annoncées, qui accompagnent cette reprise, doivent aller bien évidemment dans le sens souhaité. Toutefois, ces secteurs ont été aidés, ont reçu des aides financières, ont été accompagnés et ils continueront de l'être dans le courant du 2e trimestre de l'année 2021. L'État restera à leur côté. Il y a environ 9 mois, nous mettions en place un double dispositif qui venait compléter, j'ai envie de dire, le dispositif phare de soutien à l'emploi qu'est le CTTR, avec comme objectif d'accompagner les acteurs économiques vers ce que nous espérions être une reprise la plus rapide possible. Il s'agissait de la CARE, la Commission d'accompagnement à la relance économique, et de l'exonération partielle des charges patronales. Et puis nous avons instauré, au premier trimestre de cette année, une indemnité spéciale pour venir en aide à certains secteurs. On a parlé notamment de la restauration, des salles de sport, tous les secteurs qui font l'objet encore aujourd'hui ou qui ont pu faire l'objet de fermetures administratives, que ces fermetures soient totales ou partielles. Les chiffres les plus importants de l'exonération partielle des charges patronales et de la CARE depuis l'été dernier, c'est environ 10 millions d'euros pour plus de 250 entreprises. Dans le cadre de la CARE, environ 250 entreprises aidées. Dans le cadre de l'exonération partielle des charges patronales, environ 220 entreprises. Pour cette exonération partielle, c'est environ 1600 salariés qui sont concernés. Donc au total, près de 8 millions d'euros pour la CARE, près de 2 millions d'euros pour le PCP, c'est-à-dire 10 millions d'euros de soutien et d'accompagnement à la relance pour les acteurs économiques monégasques. Mais il y a le plan de relance qui se déploie depuis maintenant plus de 3 mois. Et je vous donnerai là encore
des informations plus précises sur deux d'entre eux. L'un qui est ciblé sur la relance par la consommation, c'est celui que l'on a appelé le fonds rouge et blanc, et l'autre qui est ciblé sur la relance par l'investissement, c'est celui que l'on a appelé le fonds bleu, où nous aidons à la transformation numérique des acteurs de la principauté, surtout en privilégiant des prestataires monégasques. Donc un effet doublement vertueux, toutes les entreprises peuvent vouloir, pour se moderniser, pour toucher davantage de clients, pour être plus rentables, pour être plus agiles. Tous peuvent faire appel au numérique, et ce que nous cherchons avant tout, c'est que les entreprises qui les aident dans cet accompagnement, dans cette transformation, soient des entreprises monégasques. Mais d'abord, le fonds rouge et blanc, et plus principalement l'application Carlo. Cette application, aujourd'hui, c'est un réel succès, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Près de 280 partenaires, 18 000 utilisateurs en principauté, ce qui veut dire à peu près la moitié de la population résidente monégasque. Et à ce jour, plus de 8 millions d'euros dépensés dans nos commerces via cette application, avec un principe de cashback de l'ordre de 7%, qui est réinjecté à nouveau dans l'économie locale. Donc un effet vertueux, vous dépensez et vous touchez de l'argent en retour, et 7% de 8 millions, ça fait plus d'un demi-million d'euros, et un demi-million d'euros supplémentaires du pouvoir d'achat redonné aux ménages monégasques pour acheter, consommer dans les commerces monégasques. Devant le succès rencontré par cette application, nous poursuivons notre soutien jusqu'au 30 juin. 3 chiffres, 109 dossiers traités. Il y a donc déjà aujourd'hui, en à peine 3 mois, plus de 100 entreprises monégasques qui ont déjà fait appel au fonds bleu et dont les dossiers ont été traités et acceptés. Et il y en a 80 en cours. Donc vous voyez là encore la montée en puissance du dispositif et le succès qu'il rencontre auprès de nos acteurs économiques. Mais peut-être encore plus satisfaisant pour les pouvoirs publics, 87% des sommes allouées à des prestataires numériques monégasques. Donc nous pouvons aider au développement de nos entreprises en utilisant nos propres acteurs du secteur du numérique. Et ça veut dire des nouveaux emplois, parce que vous imaginez bien que ces acteurs sont obligés d'embaucher pour faire face à la demande. Ça veut dire de la TVA générée, ça veut dire de l'impôt sur les bénéfices générés. Donc c'est un vrai cercle vertueux de relance de notre économie que nous avons mis en place à travers ces différents fonds avec des codes couleurs que vous connaissez tous. Merci beaucoup. 2 petits mots de conclusion, 2 mots. D'ailleurs, ce n'est pas des petits mots, c'est des grands mots, si j'ose dire, qui caractérisent l'action menée. Le premier mot, c'est le mot de souveraineté. C'est-à-dire que Monaco prend ses décisions dans son indépendance, dans sa souveraineté, au regard de sa propre situation, et donc des mesures qui peuvent différer de celles des pays voisins. La deuxième chose que n'exclut pas la souveraineté, c'est la solidarité. Mais ça marche aussi, je dois le noter, et remercier notamment Monsieur l'ambassadeur de France à Monaco. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est vrai que nous tenons à remercier la France pour la fourniture des vaccins qui nous permet, fourniture payante bien entendu, mais qui nous permet de faire face à la demande qui est très forte ici de vaccination. Et je tenais à remercier Laurent Stefanini, ambassadeur de France à Monaco, pour cet accompagnement qu'il nous donne. Voilà donc pour cette conférence de presse du gouvernement princier. Sandrine Nègre, bonsoir. Quelles sont les informations à retenir ce soir ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le gouvernement princier a annoncé le recul du couvre-feu à 21 h à partir du lundi 19 avril.
Autre information, la réouverture des restaurants le soir avec une heure de service qui peut aller jusqu'à 21h30 et donc une dérogation pour la circulation des clients jusqu'à 22h. Les restaurants accueilleront résidents et personnes qui séjournent dans les hôtels. Mais attention, petite différence par rapport au déjeuner, les salariés de Monaco qui résident en France ne pourront pas dîner. Monaco manifeste ainsi sa souveraineté et sa solidarité en participant au couvre-feu du pays voisin. Annonce enfin qui, elle, concerne les élèves des établissements scolaires. Ils pourront reprendre le sport en extérieur dès le 26 avril, Émilie. Et les différents grands prix ont également été évoqués lors de cette conférence, Sandrine. La tenue du Grand Prix historique la semaine prochaine est confirmée avec ses différentes modalités. Seuls les essais qualificatifs et la course en elle-même seront ouverts au public avec une jauge de 6500 personnes en tribune uniquement pour les résidents, salariés et personnes qui séjournent à l'hôtel. Pas de public donc le vendredi 23. Le e-prix est confirmé lui aussi pour le samedi 8 mai selon les mêmes conditions. Les modalités liées au Grand Prix de Formule 1 seront dévoilées un peu plus tard dans l'attente de l'évolution de la situation sanitaire, Émilie. Oui, et ces mesures sont le fruit d'une large concertation avec le Conseil national notamment et les organismes professionnels. Tout ceci est aussi possible grâce à des stratégies sanitaires bien respectées. Oui, et d'ailleurs le message suivant a été répété à plusieurs reprises. Les efforts réalisés depuis ces derniers mois ont été payants. Ils ont ainsi des résultats. Un taux d'incidence en baisse, taux de la semaine dernière tombé à 121 et hier soir il est même descendu à 80 contre par exemple 436 début février. Je vous rappelle que ce taux correspond au nombre de cas positifs détectés sur les 7 derniers jours, ramenés sur un ratio de 100 000 personnes. Le nombre d'hospitalisations est globalement en baisse, tandis que le nombre de personnes vaccinées lui augmente, 12 000 à ce jour, soit 32% de la population. Et lors de cette conférence, il a également été question de la campagne vaccinale, Sandrine. Le gouvernement a rappelé que seul le vaccin Pfizer était utilisé depuis le début de la campagne vaccinale et ce sera encore le cas pour le moment. À ce stade, pas d'injection avec AstraZeneca ou Janssen, pas de Johnson & Johnson prévu non plus. L'information qui va intéresser les personnes qui souhaitent se faire vacciner est la suivante. La vaccination est désormais ouverte aux résidents de 45 à 54 ans. Et pour finir, la vigilance est toujours de mise. Pour comprendre, utilisons cette image. La situation est placée sous monitoring. Les annonces faites aujourd'hui sont mesurées, ciblées. Elles seront contrôlées en continu et un retour en arrière n'est donc pas exclu. Le relâchement soudain fragiliserait la situation. Il faut donc rester vigilant dans l'espace public, sur son lieu de travail et dans la sphère privée familiale. Un point aura de nouveau lieu dans une quinzaine de jours, Émilie. Merci Sandrine pour ce retour complet sur la conférence de presse donnée aujourd'hui au ministère d'État. Vous l'annonciez justement dans votre analyse, les restaurants vont pouvoir à nouveau ouvrir leurs portes le soir, dès lundi. Comment cet assouplissement est accueilli par les restaurateurs? C'est la question que nous avons posée ce soir au vice-président de l'Association des industries hôtelières monégasques. Bonsoir Francis Poitvin. Bonsoir Émilie. J'imagine que l'annonce de ces nouvelles mesures est un soulagement pour le monde de la restauration. Un soulagement, disons une surprise, puisque là on nous a annoncé qu'à partir de lundi, on pouvait être ouvert pour le dîner jusqu'à 22h. C'est une décision justifiée selon vous? Vous auriez préféré peut-être un plus grand assouplissement? L'assouplissement qu'on aurait souhaité aussi, c'est surtout par rapport à la fréquentation. Bien sûr, d'être ouvert à 22h nous laisse maintenant, je dirais, une autre possibilité d'exercer notre profession. Mais reste le grand mystère, c'est la fréquentation. Car si on reste dans les mêmes règlements sanitaires à pouvoir accueillir que les résidents et ceux qui travaillent, est-ce qu'elle va être en mesure de satisfaire le personnel qui sera là pour accueillir les clients? Il a été précisé également pendant cette conférence de presse du gouvernement princier que vous allez pouvoir accueillir également les personnes disposant d'une accréditation pour le Grand Prix historique. Là aussi, c'est on va dire une ouverture un petit peu plus large pour la clientèle. C'est une ouverture plus large, oui, mais reste à savoir encore sous quelles conditions et que chaque restaurateur devra s'adapter par rapport à sa situation
par rapport aussi à son emplacement et bien sûr aussi à son concept. On vous sent quand même un peu sur la retenue, Francis Poitvin. Parce qu'on est toujours en confrontation avec, je dirais, une activité et une rentabilité. La rentabilité étant basée sur un fonctionnement avec le personnel. C'est avant tout le gros point, parce qu'on est quand même, bien sûr, aidé par le gouvernement avec les CTTR jusqu'en fin juin, mais ça nous oblige tous les jours à nous remettre en question. C'est un bon signal tout de même pour l'économie de Monaco. C'est déjà une ouverture, c'est une bouffée d'oxygène. Encore, je reste quand même prudent. Faudra-t-il toujours, je le répète, s'adapter. Parce on s'adapte, on s'est adapté avec l'ouverture des restaurants au déjeuner de midi, ce qui est une bonne chose. On s'est adapté. Maintenant, je ne veux pas dire qu'on s'y est habitué, mais on travaille avec. On travaille, je pense, de mieux en mieux en exerçant notre profession avec beaucoup plus de discernement et de prudence. Et pour le soir, on devra faire de même. Eh bien, merci beaucoup, Francis Poitvin, d'avoir été avec nous pour nous donner votre point de vue sur ces nouvelles mesures. Merci. Merci, Émilie. Et vous, que pensez-vous des assouplissements de ces mesures? Nous avons voulu avoir votre avis et Christine Datomel est allée à votre rencontre. Il serait temps pour ramener un petit peu de vie parce que c'est tellement triste quand on rentre le soir et qu'on voit tout fermé. Hier, je suis rentrée de voyage un peu tard et de voir toutes ces rues désertes quand on a connu un Monaco tellement beau à une période telle que le tennis actuellement, c'est dommage. Ah mais j'étais pas au courant. Bon bah écoutez, formidable, pourvu que ça dure. Quand on voit que le midi, avec les restrictions, les gens prennent leur distance sur les tables, tout est respecté à Monaco. Donc je ne vois pas pourquoi le soir, on ne peut pas le faire. Et donc, comme dit madame, le soir, ça fait un peu triste. Monaco est une ville déserte qu'on n'est pas habitué à voir. C'est formidable et en plus, on pourra sortir parce que ça fait un moment. Oui, hein. Voilà. C'est très bien, voilà, vraiment. Bon, moi, ça ne m'a pas empêché d'y aller quand même au restaurant. Je vais au Nautique, hein. Là, bon, ça va. Oui, mais tu allais à midi. Voilà. Hein. Ah oui, maintenant, pas le soir, c'est fermé. C'est formidable. Oui. Avis positif donc de la population monégasque. Voilà ce que nous pouvions dire sur la conférence de presse du gouvernement princier et les nouvelles mesures en principauté. L'autre actualité du jour concerne le basket. Sandrine, la Roca Team connaît son futur adversaire en finale de l'Eurocup. Après un début de semaine marqué par l'annonce liée à la montée en Euroleague de la Roca Team, n'oublions pas qu'il y a une finale à jouer en Eurocup. Les Rouges et Blancs ont appris qui sera leur adversaire en finale. Justement, eh bien, il s'agit du club russe de Kazan qui a battu Bologne lors de la 3e rencontre décisive. Le match aller aura lieu le 27 avril. Et pour savoir justement comment l'équipe a accueilli cette nouvelle, nous sommes avec Serguy Gladir. C'est une grande équipe. On a joué l'année dernière. Et cette année, ils ont changé beaucoup de joueurs. Ils ont amélioré, mais ils ont joué beaucoup plus dur que l'année dernière. Ils ont de bons joueurs, bons shooters, on va dire. De Jamar Smith qui met 44 ou 46% à 3 points pendant cette saison. Après, Nate Walters qui est un bon meneur, avec bonne réussite des 3 points aussi. Mais on n'a pas beaucoup de pression. Déjà, on a fait notre travail. Mais pour finir bien, la saison européenne, ça va être magnifique de gagner. On l'a bien compris, les Monégasques ne vont pas manquer l'opportunité de ramener une coupe à la maison. Et nous serons sur place pour suivre cette finale aller le 27 avril à Kazan. Restons dans le basket, Sandrine, avec la Jeep Elite. Ah oui, le match de championnat de France avait lieu hier soir face à Châlons et les hommes de Coach Z l'ont emporté avec 86 points. Et fort jusqu'au bout, ils confortent ainsi leur place de leader du championnat. Merci Sandrine, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Nous allons ouvrir une page culturelle à présent. Ce 15 avril correspond à la Journée mondiale de l'art, une journée instaurée en 2012 et qui est célébrée à travers le monde pour renforcer les liens entre les créations artistiques et la société. Je vous propose d'écouter à ce sujet Françoise Gamerdinger, le directeur des affaires culturelles, nous rappelle que Monaco et l'art est bien plus qu'une histoire d'amour. Je pense que c'est au-delà de l'amour. Pour moi, c'est la passion.
Et nous avons toujours eu affaire ici à des personnes passionnées par l'art. Déjà notre famille souveraine qui a toujours été de très grands mécènes par rapport à toutes les activités artistiques. Mais aussi, je pense aux différents directeurs qui ont dirigé les entités culturelles, comme les ballets, comme l'orchestre, comme l'opéra, le Printemps des Arts également. Donc nous sommes baignés dans cette passion qui fait que chaque jour, notre public peut justement assouvir sa passion dans les expressions culturelles. Et c'est l'exception culturelle monégasque. Alors que la culture est en berne dans de très nombreux pays, les artistes peuvent toujours se produire sur les scènes de Monaco, dans le plus grand respect des mesures sanitaires bien sûr. Les ballets de Monte-Carlo sont ainsi de retour au Grimaldi Forum pour une dizaine de représentations jusqu'au 3 mai. Le directeur et chorégraphe des ballets de Monte-Carlo est notre invité. Il est interrogé par Patricia Navarro. Bonsoir Jean-Christophe Maillot. Bonsoir. C'est le printemps des ballets de Monte-Carlo. Dans quel état d'esprit remontez-vous sur scène? Après, il faut bien le dire aussi, l'épisode délicat de la fin d'année dernière. Avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et beaucoup d'envie. La période actuelle, qui dure dans le temps et dont on ne voit toujours pas l'issue, vous l'avez apprivoisée en quelque sorte. C'est devenu une nouvelle normalité pour les ballets dans le quotidien des répétitions et dans la vie personnelle des danseurs. De manière forcée, ça l'est devenu, mais je fais tout pour que ça ne le soit pas. C'est-à-dire que cette période qu'on vient de passer, on a essayé de la gérer de la manière la plus intelligente possible pour permettre aux danseurs, à leur corps, à leur esprit, d'être en harmonie, pour ne pas prendre de risques et pour faire face à ce changement de rythme radical. Mais je vous avoue qu'on est surtout en attente de ce qui va revenir et qu'on ne veut pas s'habituer à cette situation-là, même si on a, je pense, su la gérer plutôt pas trop mal. Et grâce à cela, vous êtes donc effectivement de retour. Qu'allez-vous proposer dans les semaines qui viennent et jusqu'au 3 mai? Des grands classiques et puis des créations plus récentes. On va représenter Coppelia parce qu'on l'a présenté et heureusement qu'on a eu la chance de faire cette création au mois de décembre l'année dernière, ce qui nous a permis quand même d'être grandement en vie et c'était un plaisir pour nous que de la redonner et proposer au public de la revoir. On va reproposer le lac qu'on n'a pas repris depuis très longtemps à Monte-Carlo et je sais qu'il y avait une attente très grande et puis une très grande frustration au mois de décembre lorsque j'ai dû l'annuler. Donc c'est pour moi une manière de dire au public qu'ils l'avaient raté, qu'on leur offrait à nouveau la possibilité de le voir. Et puis on va présenter finalement après le Songe dans sa version originale qu'on n'a pas redonnée depuis de très nombreuses années avec le décor en entier de Ernest Pigno-Ernest que j'ai souvent dû sacrifier parce que malheureusement peu de théâtres sont aussi extraordinaires que celui du Grimaldi Forum au niveau de sa dimension. Et donc ça va être une manière à la fois de donner beaucoup de chance aux danseurs, de se partager ces spectacles. J'ai beaucoup de nouveaux jeunes danseurs qu'on a eu le temps exceptionnellement de faire travailler dû à cette situation puisqu'on avait beaucoup moins de tournées. Donc on a pu découvrir des nouveaux jeunes danseurs qui sont fabuleux. Je dois dire qu'en ce moment j'ai une compagnie d'une beauté absolument exceptionnelle. Ils sont... Je pense qu'il y a une surénergie chez eux qui est tout à fait légitime et je pense que le public va être très, très sensible à cette volonté de revenir sur scène. Et je dirais que je fais les spectacles pour eux surtout. Je fais les spectacles pour eux, pour les techniciens, pour le Grimaldi Forum, pour que notre raison d'être, notre raison de vivre ne disparaisse pas. Et si en plus le public veut venir nous voir pour partager ça avec nous, mais je vous avoue que même si j'ai 2 personnes dans la salle, je ferai le spectacle parce que c'est vital, parce qu'ils en ont besoin et parce que c'est une nécessité pour nous. Pour en revenir à cette programmation, comment vous façonnez, vous modelez les programmes? Est-ce que vous regardez le lien qui peut exister entre les différentes œuvres? Parce que je crois que là, pour les 3 créations que vous représentez, il y a cette recherche un petit peu des tréfonds de l'être humain par le biais de créatures fantastiques. Oui, il y a effectivement toujours cette
Volonté chez moi d'explorer, souvent dans la plupart de mes pièces, d'abord c'est l'humain qui m'intéresse, c'est vrai que j'aime traiter ce sujet, et j'aime traiter ce sujet au travers de l'amour, au travers des formes d'amour qui peuvent nous relier les uns aux autres. Et du coup, souvent, on transgresse aussi dans quelque chose de fantastique. C'est la fée dans Cendrillon, dans le lac, c'est cette créature étrange qui est la majesté la nuit, dans Coppelia, c'est cette machine humaine, cette machine bionique qui vient d'être inventée. Et d'ailleurs, je m'aperçois que c'est en train d'avancer très fortement au Japon parce qu'ils ont créé une machine qui ressemble vraiment à un humain et qui peut vraiment bien danser maintenant, ce qui nous fait un peu peur. Donc il y a toujours cette volonté de créer des ponts comme ça entre la relation amoureuse, le désir amoureux, la question de la relation à l'autre, et puis de la transgresser effectivement au travers de créatures un peu étranges. C'est un peu le principe du conte de fées qu'on met en réalité. On l'a dit et redit, mais encore plus aujourd'hui, alors que l'on ne voit pas la fin de cette crise. L'exception culturelle monégasque, elle fait un bien fou aux artistes, au public. Mais moi, je suis même... vraiment, là, je célèbre vraiment le plus grandement possible le souverain, le gouvernement monégasque qui a pris vraiment des décisions que je trouve absolument exceptionnelles. Et on se rend compte que c'est possible. Et Dieu merci qu'on arrive à le faire. C'est quelque chose d'extraordinaire pour les musiciens, pour nous, pour l'opéra. Enfin, je crois qu'il y a une exemplarité à mettre en avant sur cette relation que le gouvernement et le prince a su garder par rapport à la culture à Monaco. Encore un mot, Jean-Christophe Maillot. Après cet épisode printanier, est-ce que vous arrivez tout de même à avoir des perspectives pour les ballets à l'horizon estival notamment ? Alors on en a, là on a par exemple là malheureusement on a une mauvaise nouvelle, c'est qu'on devait être au théâtre de Chaillot fin mai et que ça a été annulé. Donc on est encore dans cette période où on a des rêves brisés, mais on voit venir à partir de septembre des possibilités de tournée en Allemagne, en Israël, un peu aussi en Italie. Mais tout va dépendre un peu de... Je pense qu'on est toujours dans cette incertitude. La seule chose dont je suis sûr et sur laquelle je vais beaucoup travailler, c'est notre présence à Monaco qui va de fait augmenter et je vais m'attacher à en tout cas garantir qu'on aura toujours la possibilité de vivre chorégraphiquement en étant sur ce territoire monégasque, dans ce théâtre et de faire le plus de choses possible, ce qui, à mon avis, peut aussi faire plaisir aux spectateurs de Monaco. Oui, c'est effectivement tout le bonheur que l'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup Jean-Christophe Maillot d'avoir été notre invité alors que débute ce 16 avril une série de représentations des ballets de Monte-Carlo qui nous conduira jusqu'au 3 mai. La culture donc bel et bien vivante en principauté. Coup de projecteur à présent sur les prix remis par la Fondation Prince-Pierre. Parmi eux, le prix international d'art contemporain. Il est remis tous les 3 ans à une œuvre proposée par le conseil artistique de la Fondation. Justement, Cristiano Raimondi a été nommé directeur artistique du PIAC. Le commissaire d'exposition et scénographe est avec nous ce soir. Bonsoir Cristiano Raimondi. Bonsoir. Comment vous avez accueilli votre nomination? Je suis extrêmement honoré, enthousiaste. C'est un très beau projet, soit pour moi, mais aussi pour les projets futurs de la Fondation Prince-Pierre liés au prix d'art contemporain. Alors justement, quelle est l'impulsion que vous voulez donner au PIAC? Quels sont vos projets? Je pense que c'est fondamental de renforcer l'image déjà forte de la Fondation Prince-Pierre à l'international, mais aussi à Monaco. J'ai créé un conseil formé de 9 personnalités du monde de l'art et de l'éducation pour essayer de développer un projet, un débat autour, au sens même du prix, dans les conditions surtout dans lesquelles on se trouve aujourd'hui par rapport aussi à la situation sanitaire dans laquelle on se trouve. Donc cette année, c'est une année bien évidemment particulière, c'est une année très compliquée pour tous et pour la culture, comme on le sait, c'est une année horrible. Cristiano, et vous savez déjà quel type de profil vous souhaitez pour le prochain lauréat du prix? Quelles devront être ses qualités?
Déjà, je pense que le rôle aujourd'hui d'un prix prestigieux comme celui de la Fondation Prince-Pierre, qui touche dans ce cas la création contemporaine artistique, il faut qu'il puisse renforcer le rôle de la création même comme un levier pour accompagner les transformations sociétales. L'art peut servir aussi pour créer une nouvelle innovation sociale. Et les propositions qui nous sont arrivées, c'est des propositions d'artistes qui sont tous dans cet questionnement par rapport aux urgences que le monde vit aujourd'hui. Et c'est des urgences liées aux problématiques, par exemple, liées à l'immigration, liées au mélange des cultures, au mélange et dialogue entre cultures. Et donc, c'est pour cela que j'ai suggéré une enquête pour chercher les artistes à proposer pour le prix autour ou des bassins de la Méditerranée ou des pays en façade maritime. Parce que Monaco, c'est un port. Monaco regarde la Méditerranée presque dans son entièreté et je pense qu'il y a ce rôle important à jouer, même par rapport à la position géographique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Quand allons-nous connaître le lauréat du prix international d'art contemporain? Le prix sera décerné en octobre 2022. Entre-temps, on préparera le projet d'exposition et la présentation qui se tiendra dans une institution à l'international qu'on est en train de choisir. Et ça sera aussi peut-être le choix même de l'artiste qui définira les lieux dans lesquels le projet sera présenté. C'est vraiment une référence, le PIAC, dans le monde de l'art. C'est étonnant comment dans les milieux des professionnels, le prix a une vraie résonance, est considéré un des prix les plus prestigieux dans le monde de l'art. Eh bien, merci beaucoup Cristiano Raimondi d'avoir été avec nous ce soir et on patientera jusqu'à 2022 pour connaître le lauréat du prix international d'art contemporain. Merci à vous. Merci à vous et à très bientôt. Avant de nous quitter, coup d'œil sur les prévisions météo pour les prochains jours. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi, Sandrine? La semaine que nous vivons n'est décidément pas très ensoleillée, mais un espoir peut-être s'annonce vendredi, car la journée sera nuageuse avec quelques éclaircies possibles. Les températures augmentent légèrement par rapport à aujourd'hui, 7 et 13 degrés, mais ne sont pas de saison. Demain, Émilie, nous fêterons les Benoît-Joseph. Merci Sandrine et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous rappelle les principaux titres de cette édition. L'assouplissement des mesures sanitaires en principauté et ce, dès lundi. Retrouvez tous les détails de ces dispositions sur nos réseaux sociaux. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info où nous reviendrons notamment sur le partenariat entre la Croix-Rouge monégasque et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève. Illustration en photo. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.